Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. C'est le thème de la journée internationale des droits des femmes de cette année et donc d'aujourd'hui, 8 mars 2020, lendemain des 200 ans du Talata Inder et 72 heures après le Magal de Porokhane, l'événement mouride dédié à Mame Mariama Bousso, ou si vous voulez, Sokhna Diarra, l'ascendante de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de cette confrérie musulmane sénégalaise. Deux dignitaires religieux nous ont quittés cette semaine. Et le même jour, mercredi dernier, Chérif Abdourahmane Fall Tilala et l'abbé Léon Diouf. Hélène Tine, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Babacar, merci aussi de m'avoir invité à cette prestigieuse émission qui est le Grand Jury. Et je voudrais en profiter pour rendre grâce à Dieu, mais aussi pour saluer la mémoire de ces deux grands disparus, Abdourahmane Fall Tilala et Abbé Léon Diouf. C'est la communauté chrétienne et la communauté musulmane éprouvée, et donc c'est tout le Sénégal qui est éprouvé à travers ces deux décès. Je voudrais saluer leur mémoire et prier le bon Dieu qui les accueille dans son paradis. Je connais plus Abbé Léon que Tilala, que j'ai eu déjà à rencontrer à des manifestations, soit à Touba ou ailleurs. Je prie le bon Dieu qu'il leur donne la paix éternelle. La santé avant tout. Hélène Tine, le coronavirus qui poursuit sa propagation fulgurante dans le monde, le Sénégal pas épargné, malgré la rémission du premier cas détecté. Que pensez-vous du plan du gouvernement contre cette maladie ? C'est une grande menace sanitaire sur le monde entier. Nous avons tous entendu les prières de toutes les communautés, notamment la communauté mouride à la veille du Magal de Porokhane, et je sais que Ndiassane en a fait de même, l'Église aussi, mais au-delà de la prière, il nous faut faire face. Et je pense que c'est cela que le gouvernement a fait. Nous voulons les encourager les autorités sénégalaises. Parce que dans ce contexte de menaces généralisées, les divergences politiciennes et politiques devraient être mises de côté. Et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'efforts faits en termes de communication. Parce que c'est des maladies à déclaration obligatoire, exigées par l'OMS. Et de ce point de vue, le gouvernement n'a même pas le choix que de dire aux Sénégalais, de dire à l'opinion publique nationale et internationale où est-ce qu'on en est. Maintenant, nous saluons les résultats obtenus. On a vu que la tendance était quand même très, très favorable, positive, avec le fait que le cas zéro puisse être soigné et retourner dans sa famille, et que les autres cas, il faudrait qu'on sache ce qu'il en est. Je voudrais en tout cas appeler tous les Sénégalais à la vigilance, encourager le gouvernement, mais aussi leur demander d'être plus cohérents dans leur démarche face à cette maladie-là, qui a tendance à être une pandémie. Bon, il faudrait qu'on fasse tout pour qu'on n'en soit pas là. Et ce qui m'étonne, c'est que tous les cas nous viennent d'une seule voie, c'est une entrée aérienne, qui est l'AIBD. Il faudrait peut-être que les gens nous rassurent davantage pour nous dire que des bonnes dispositions sont prises pour que l'AIBD ne soit pas le passoire. Nos craintes étaient plus sur les frontières terrestres qui sont quand même assez poreuses. Mais aujourd'hui, en tout cas, selon les informations et la situation actuelle, c'est surtout des cas qui sont passés par l'aéroport. Est-ce que tout le dispositif à l'aéroport permet de diagnostiquer les cas, de les prendre en charge? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser même avoir un site d'accueil à l'aéroport avec un dispositif médical pour qu'au cas où on détecterait des cas, qu'on ne les laisse pas venir jusqu'à l'intérieur de Dakar, parce que c'est Dakar qui risque d'être plus vulnérable avec toute la population qui est dans la capitale. Donc, je voudrais encourager en tout cas le gouvernement à être encore plus vigilant, plus ferme, à donner des moyens aux équipes qui font face. Nous sommes solidaires à ces équipes-là. Justement, le principal syndicat de médecins du Sénégal, le SAMES, a fait une sortie dans un communiqué pour souligner que les moyens ne sont pas mis à la disposition de tous les personnels soignants qui
sont pour la plupart exposés selon le SAMES. Mais c'est clair que ça, c'est un grand défi. Dans le domaine de la santé, nous savons qu'il y a quand même beaucoup de manque de moyens, que les moyens ne suivent pas, même avant cette menace. Maintenant, comme l'État a dit qu'ils ont sorti, je ne sais plus, 1 milliard et quelques pour faire face, il faudrait que cela se voie dans les équipes qui sont chargées de faire face, qu'ils soient sécurisés et dans toutes les régions du Sénégal. Ce n'est pas seulement à Dakar, parce que ce que je vois même à l'AIBD, l'équipe médicale, en fait, ne semble pas, en tout cas, être manifestement assez outillée pour faire face. L'autre question, je salue le fait que certaines manifestations, et notamment dans le cadre du 8 mars, le calendrier du gouvernement soit renvoyé. Toutes les manifestations officielles qui étaient prévues pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes annulées, mais il y a cependant des manifestations privées qui sont apparemment maintenues. Ne fallait-il pas peut-être généraliser Oui, moi je pense que c'est d'abord ça, dans ce domaine-là, c'est l'État qui a prêté le flanc. Parce qu'on ne peut pas dire que l'agenda officiel est reporté, mais en même temps, 2 jours après, aller ouvrir un salon international de l'artisanat à Diamniadio. Une incohérence pour vous? Ça, c'est une grande incohérence. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas dire, OK, les manifestations sportives... Ça s'appelle Salon international de l'artisanat et ça veut dire international, ça veut dire qu'il y aura des étrangers. Beaucoup d'étrangers qui viennent dans ce salon et beaucoup de Sénégalais qui y vont. J'ai entendu certains qui ont visité le salon dire qu'il n'y avait aucune disposition pour permettre aux visiteurs et aux exposants de se prémunir face au coronavirus. Ça, je l'ai entendu dans les radios, je n'ai pas été. Mais le fait de maintenir ce salon, que le président de la République lui-même ait l'ouvrir alors qu'il a déjà suspendu tout l'agenda officiel, ça, c'est une grande incohérence. Une autre incohérence, des ministres qui ont été plus ou moins mis en quarantaine du Conseil des ministres, avant cela, on fait des CRD. J'en ai vu un à Thiès, parmi ces ministres-là, qui a fait un CRD à Thiès à son retour d'un salon à l'extérieur, avant d'être mis en quarantaine du Conseil des ministres. Bon, donc ça veut dire qu'il y a quand même des incohérences et il y a peut-être que ça peut être des fois un manque de vigilance. Je pense qu'il faudrait qu'on soit plus regardant parce que cette maladie, en fait, est une grande menace pour notre pays, pour tout le monde entier et il faudrait qu'on dise aux Sénégalais aussi que nous ne sommes pas épargnés. Ça veut dire que, si je peux utiliser le terme Wolof, on est tout l'union, les Sénégalais, tout l'union du coronavirus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas immunisés au coronavirus. Parce que la perception, c'est une fausse perception que l'opinion publique sénégalaise en a, c'est que le coronavirus ne peut pas, en tout cas, nous sommes immunisés, nous les Noirs, et que le climat n'est pas favorable au coronavirus, donc on peut continuer à faire ce qu'on veut. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y en a un des cas qui est de nationalité européenne, mais qui est quand même noir. Le cas de l'hôpital du Roi Baudouin de Guédiawaye. Donc il faudrait que les Sénégalais sachent qu'on n'est pas préservé. Je ne veux pas qu'il y ait une psychose. La psychose, ça ne sert à rien. Mais il faut qu'on soit responsable et qu'on soit réaliste. Parce que si d'autres pays n'ont pas pu échapper, il faudrait que nous autres qu'on prenne la juste mesure et que nous puissions nous prémunir contre cette maladie. Les droits des femmes, on y est. Hélène Tine, à part la parité à l'Assemblée nationale, le Sénégal fait-il assez pour les droits des femmes? Je pense que je voudrais d'abord dire à toutes les femmes sénégalaises bonne fête en ce jour du 8 mars. Pour moi, le 8 mars, c'est tous les jours, parce que la femme est au cœur de tout ce qui se fait dans ce pays, tous les jours, de l'aube jusque tard dans la nuit. Donc la femme, peut-être qu'on parle de fête pour noyer toute cette charge qui pèse sur nous. Vous êtes plus 8 mars ou 7 mars, Nder? Bon, moi, je suis pour les droits des femmes. Parce qu'il y a le 8 mars qui est dans l'agenda international. Mais il y a aussi le 31 juillet qui est dans l'agenda africain parce que c'est la journée de la femme africaine. Nous, on parle de 7 mars, il y a Nder. Mais tout à l'heure, on a parlé de Mame Diarra Bousso.
Les femmes de Nder constituent un symbole. Je salue ce symbole-là, ce qu'elles ont fait. Je pense que ces femmes constituent un exemple à donner aux générations futures. Moi, aujourd'hui, je me dis que toutes ces références-là, on devrait les célébrer. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait dire on met Nder de l'avant à la place du 8 mars? Qu'est-ce qu'on ferait de Aline Sitoé Diatta? Qu'est-ce qu'on ferait de Sokhna Mame Diarra Bousso? Qu'est-ce qu'on ferait de d'autres et d'autres et d'autres? Donc moi, je dis que donnons à chacune, à chaque symbole, la place qui sied. Et maintenant, si nous voulons nous distinguer, on n'a qu'à mettre tout cela dans l'agenda officiel. En tout cas, je suis pour que les femmes de valeur soient célébrées. Revenant sur les droits des femmes, l'évaluation, je dirais que nous avons quand même fait beaucoup de résultats. Il y a de grandes avancées dans ce domaine-là. Pas seulement à cause de la parité. La parité, c'est en fait une loi. C'est justement, même aujourd'hui, en 2020, on parle de l'an 10 de la parité. Il faut préciser parité à l'Assemblée nationale. Les assemblées, on va dire. Les assemblées territoriales. Parce que c'est une loi qui s'applique aux assemblées électives et semi-électives. C'est un pas de géant. Mais la loi sur la parité aujourd'hui se traduit plus par le nombre de femmes dans ces instances-là de décision que par la qualité de la représentation dans ces institutions. Et ça, c'est deux choses différentes. Donc, je dis toujours qu'il faut... la parité, c'est bon. Il ne faut pas faire parité pour faire parité. Mais il faut qu'elle soit une parité qualitative. Et ça, c'est un combat qu'il faut continuer à mener. La façon dont on choisit les femmes qui y sont doit être interpellée, les hommes et les femmes, parce que la qualité doit concerner tout le monde. Donc, c'est-à-dire les modes de scrutin doivent être interpellés, mais au-delà de la parité qui nous a propulsés au sommet du monde, parce que le Sénégal est cité partout à travers le monde. Parmi les 10 premiers pays qui appliquent la parité dans les assemblées. Oui, pour la participation des femmes, par participation politique des femmes. Ça, c'est indéniable. Nous sommes parmi les premiers. Même il n'y a que le Rwanda qui nous dépasse. Le Rwanda est premier mondial. Oui, premier mondial, mais ce n'est pas les mêmes mécanismes. Eux, ils ont leurs mécanismes, ils ont un mécanisme spécifique pour donner aux femmes de la place, alors que nous, ici, nous avons la parité seulement. Et je pense que c'est une avancée très claire. Maintenant, au-delà de la parité, je salue aussi le fait qu'il y ait une loi sur les violences. Parce que c'est quand même un grand fléau, les violences faites aux femmes. Et les violences tout court, et faites aux femmes, en plus de ça, des femmes qui sont vulnérables, des violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants. Le fait qu'il y ait une loi sur les violences, le viol et de la pédophilie, le viol et surtout la pédophilie, c'est important. Donc, il y a deux choses. En 1999, nous avons eu un package de lois sur les violences faites aux femmes. Les insuffisances de cette nouvelle loi qui criminalise le viol et la pédophilie, quand même l'Union des magistrats le souligne. En fait, je souligne que c'est une bonne chose d'avoir une loi qui va pénaliser les violences faites aux femmes, et surtout le viol et la pédophilie. Mais dans quel contexte on a voté cette loi? Je pense que cette loi a été votée dans la précipitation. Cette loi a été... Dans l'émotion peut-être? Effectivement, c'est avec beaucoup d'émotion que cette loi a été votée, compte tenu de tout ce qui est arrivé à Tambacounda, avec la petite Binta Camara, ce qui est arrivé dans la banlieue, avec cette petite à qui on a donné 64 coups de poignard, ce qui est arrivé des femmes tuées, des petits-enfants victimes de viol. Tout cela a fait qu'il y a eu un traumatisme et les gens ont dit il faut faire quelque chose. On a légiféré dans l'émotion et dans le traumatisme. Maintenant, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'il y a à faire. Après cette loi, est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place un mécanisme de suivi pour voir parce que les magistrats devraient être impliqués dans le processus d'élaboration de cette loi pour nous permettre de la rendre plus efficace. L'essentiel, ce n'est pas de voter une loi,
mais il faut que cette loi soit applicable. L'applicabilité de la loi, c'est aussi l'avis des magistrats, c'est important, parce qu'ils sont censés l'appliquer. Maintenant, il n'est jamais trop tard pour faire. Une loi, elle doit pouvoir être revisitée. Et je pense que dans ce cadre-là, il faudrait qu'on mette en place un mécanisme permettant d'évaluer l'applicabilité de la loi, parce que sinon, il y a aussi d'autres phénomènes qui vont venir se greffer à des situations déjà douloureuses. C'est-à-dire, est-ce qu'au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, est-ce que les preuves, on va pouvoir toujours la traçabilité de ces preuves-là? Est-ce que ces femmes-là qui sont victimes de viol et qui veulent peut-être aller tourner la page, avoir une autre vie, se marier peut-être, devraient être là toujours à attendre que les tribunaux les appellent? Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il faudrait qu'on voit que le temps, la durée qui est nécessaire pour juger un fait criminalisé, et c'est là, je pense, la préoccupation des magistrats, parce que tous ces faits-là, maintenant, vont devoir aller en instruction. Ça va durer combien de temps? La surcharge des magistrats. Est-ce que les victimes de viol, le traumatisme va encore aller crescendo durant tout ce temps-là? Il y a des craintes qu'il ne faudrait pas minimiser. Et j'appelle le ministère de la Femme à mettre en place un cadre pluriel avec les magistrats, avec la police, avec les organisations de femmes, pour évaluer en même temps cette loi. Et j'appelle aussi l'Assemblée nationale qui a un mécanisme. Il y a une commission des délégations à l'Assemblée qui est censée évaluer les lois et apprécier la faisabilité de ces lois, que l'Assemblée nationale ne se limite pas à voter la loi, mais aussi à faire le suivi. Donc, sur le plan des droits, je pense qu'on a des acquis, mais il reste beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on puisse mettre en cohérence les dispositions de nos textes juridiques. Aujourd'hui, le mariage, si vous allez dans le code de la famille, à 16 ans, le mariage est possible. Vous allez dans le code pénal, la majorité est à 18 ans. Il y a des incohérences qu'il y a dans nos textes juridiques, et ça concerne toujours les droits des femmes. Donc aujourd'hui, on dit que il faut nous lever pour le droit des femmes. Nous sommes le thème de la journée, nous sommes de la génération égalité, mais nous le sommes tous. Quel que soit notre âge, nous devons travailler pour faire avancer ces droits-là. La parité est là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut saluer aussi le fait que Abdoulaye Wade a été l'initiateur, le père de la parité. Maintenant, Macky Sall qui est là et qui doit rendre effective cette parité, devrait aujourd'hui aussi montrer une réelle volonté politique dans ce domaine-là pour que nous puissions avoir la parité dans les exécutifs des collectivités locales, comme c'est prévu par la loi, c'est-à-dire les équipes qui dirigent les municipalités, même à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée, à chaque fois, on cherche à expliquer pourquoi le premier vice-président est un homme et pas une femme. Tout cela, c'est des questions de volonté politique, et qu'on puisse aussi ne pas seulement nous arrêter aux assemblées électives et semi-électives, mais qu'on renforce la présence des femmes dans les institutions administratives. Donc des efforts à faire dans l'élaboration des textes et dans l'application de ces textes-là. Ouais. On était en train d'évaluer un peu les droits des femmes au Sénégal. On aborde un sujet qui vous préoccupe personnellement et qui préoccupe beaucoup d'associations, l'accès à la terre pour les femmes. Une revendication vieille et fondamentale. Les femmes ont du mal à disposer du foncier. Effectivement. Plusieurs rencontres organisées sur le sujet. Est-ce qu'il y a y a-t-il des évolutions positives quand on sait déjà que plus de 53% de la population sénégalaise vivent en milieu rural et avec une majorité de femmes, bien sûr? Mais la question de la terre, je ne la lirai pas seulement aux femmes. C'est vrai qu'elles sont les plus vulnérables, elles sont souvent laissées en rade, mais c'est une question aujourd'hui globale qu'il faut adresser dans notre pays. Le président Macky Sall lui-même a dit récemment lors d'une rencontre avec les maires du Sénégal que 80 ou 90% des alertes qu'il avait, c'était sur le foncier. Mais le dire
et laisser le dispositif tel quel, et en plus de cela, augmenter le mandat, laisser les maires en place et augmenter leur mandat, cela pose problème. Je pense que après le constat fait, il fallait mettre des garde-fous ou mettre en place des dispositions en attendant les prochaines élections pour que la question de la terre puisse être adressée réellement. Il y a une commission foncière qui a été créée dès l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Qu'est-ce que ces conclusions sont devenues? Tout ça, c'est des questions. Maintenant, par rapport aux femmes, mais la terre, c'est le premier intrant. Si on n'a pas de terre, les femmes sont laissées en rade. On a crié victoire. Ça faisait partie des acquis énormes qu'on avait en 2001, quand la nouvelle constitution sous Wade a mis l'accès à la terre des femmes dans le préambule de la constitution. Ça devenait un droit fondamental que le Sénégal proclamait et au plus haut niveau. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On est très fort au Sénégal pour mettre des belles dispositions dans nos constitutions et dans nos lois, mais quand il faut les mettre en œuvre, il n'y a aucun mécanisme pour les mettre en œuvre. Je tire la sonnette d'alarme sur les questions foncières aujourd'hui, dans toutes les localités du Sénégal. Nous sommes interpellés sur les questions foncières. D'abord, la gestion des collectivités territoriales. Moi, j'ai réclamé en 2012, quand on a fait la traque des biens mal acquis, j'avais dit qu'il fallait évaluer la situation foncière en 2012. Parce qu'à la fin du régime de Wade, on parlait de boulimie foncière. Vous vous rappelez du cas de Mbane à l'époque et de beaucoup de localités où il y avait des transactions foncières qui posaient problème. Personne n'a fait l'évaluation en 2012. On a laissé les choses prospérer. Et aujourd'hui, c'est le président lui-même qui se lève pour tirer la sonnette d'alarme. Je vois qu'à Thiès, même cette semaine, il y a un grand problème foncier quant à la spoliation des emprises du chemin de fer et du patrimoine des chemins de fer. Et maintenant, c'est une question importante parce qu'ici même à Dakar, à un moment donné, on avait dit que la gare de Dakar avait été spoliée et même vendue à quelqu'un. Heureusement que cela n'a pas prospéré. Maintenant, à l'intérieur du pays, j'espère qu'on aura ce chemin de fer-là réhabilité un de ces 4 matins. Donc, il faut protéger le patrimoine. Il y a aussi une vague de désaffectation de parcelles dans certaines localités, notamment à Thiès. Maintenant, il faudrait qu'on étudie bien vraiment l'opportunité de faire ces désaffectations-là et que les plus démunis, les plus pauvres ne soient pas dépouillés en faveur des plus forts et des gens qui n'ont pas besoin de ces parcelles-là parce qu'ils ont déjà une maison. Ça fait partie des questions de fond sur le foncier et que les femmes vont continuer à mener la bataille pour que les femmes puissent accéder au foncier. Parce qu'aujourd'hui, si les femmes ne peuvent pas accéder au foncier, ça veut dire qu'elles ne pourront jamais être de grandes productrices dans ce pays-là. Les éternelles batailles l'autonomisation des femmes restera un vain mot parce que les femmes ne pourront jamais accéder aux Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les verrous culturels ne parviennent pas à sauter pour un meilleur épanouissement de la femme sénégalaise? Ces verrous-là ont la peau dure. C'est des contraintes socioculturelles qui sont quand même difficiles à dépasser. Nous-mêmes, nous sommes issus du milieu rural. Nous avons été à l'école, moi je dis nous, je parle de moi-même, par accident, parce que la conception à l'époque, c'était que les filles n'allaient pas à l'école. Et nous battons pour que cela ne puisse plus prospérer. Mais les contraintes socioculturelles ont la peau dure, sont difficiles à dépasser. Et quand je dis culturel, il y a religieux dedans. C'est encore beaucoup plus difficile. Bon, c'est ça aussi, c'est un héritage qu'il nous faut gérer. Toutes ces contraintes-là, c'est un héritage, je ne dirais pas un héritage positif. Il y a des côtés positifs comme il y a des côtés qu'il faut essayer de dépasser. Hélène Tine, ancienne députée et leader du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail, le M7, est notre invitée ce dimanche 8 mars 2020, journée internationale des droits des femmes. Une femme, Socé Diop John, la désormais ex-directrice générale de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics, a fait l'actualité cette semaine. Elle a été limogée par le président de la République, Socé Diop John, épinglé dans le dernier rapport de l'OFNAC qui a établi des faits dits de mauvaise gouvernance.
limogeage sélectif ou faut-il s'attendre à ce que d'autres qui ont commis des fautes similaires suivent? Ce qui est étonnant, à chaque fois que des organes de contrôle ont épinglé, surtout des autorités qui sont du régime, qui sont du parti au pouvoir. Vous me direz le cas Khalifa Sall, Aïda Diong, Karim Wade. Chacune de ces personnalités-là, on connaît leur appartenance politique. Mais depuis... Pour certains aussi, même le traitement des dossiers qui concernent les compagnons de Macky Sall, il y a un traitement sélectif. Mais d'abord... J'évoquais le limogeage de Sosé Diop. Oui, mais le cas, on a commencé de façon générale dans une démarche sélective. Une démarche sélective avec ces 3 cas-là. Maintenant, avec la clameur, peut-être que le président se rend compte qu'il faut peut-être essayer de donner des gages pour rassurer les Sénégalais, l'opinion. Et j'ai été vraiment surpris de voir, juste après la sortie du rapport de l'OFNAC, j'ai été surprise d'entendre que Mme John a été limogée. Cela, pour moi, poserait réellement problème. Pourquoi? Parce que j'ai lu le contenu, en tout cas des brides du rapport, qui disait qu'elle a été limogée pour des raisons de népotisme dans le domaine du recrutement. Mais c'est le népotisme en matière de recrutement au Sénégal, mais c'est une question récurrente, une question qui a traversé toute l'histoire du Sénégal. Tous les régimes qui sont passés par là, si on devait chercher le népotisme, en tout cas, je ne dis pas qu'il ne faut pas maintenant sévir, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, même ce régime-là a été plus népotiste dans les recrutements, dans le positionnement à des postes de sinécure que n'importe quel autre régime. Donc, on ne peut pas penser que Sosé a été limogé à cause du rapport de l'OFNAC. Maintenant, le faire à la veille du 8 mars, alors que d'autres, des hommes, généralement, dans le rapport de la Cour des comptes, moi, je n'ai pas entendu une seule fois une femme citée. Maintenant qu'on nous dise qu'elle a été limogée parce qu'elle... Qu'est-ce que vous voulez dire que les femmes Non, ça veut dire... Bon, sont les meilleurs gestionnaires. Mais quand même ça, il faut nous le reconnaître. Et ça, c'est reconnu. Il faut... C'est du militantisme Oui, non, c'est pas du militantisme. Des études ont montré. Et je pense que c'est quelque chose d'avéré. C'est peut-être le rôle social qu'elles jouent dans la société et partout qui fait que ces femmes sont plus sensibles aux questions d'intérêt général. Donc, limoger Mme Sosé Diop John et laisser tous ces gens cités par les différents rapports de l'OFNAC, par les rapports de la Cour des comptes, par les rapports de l'IGE, pour moi, ça pose problème. Il y a deux aspects. Sosé Diop John, c'est vrai, c'est une femme. Je dis, il faut que les femmes aussi, elles doivent aussi être sanctionnées si leur gestion n'est pas vertueuse. Mais il y en a qui ont fait pire et qui sont là, qui ont été promus au lieu d'être sanctionnés. Vous faites allusion à Cheikh Omar Anne. Mais à la limite, je dirais même, est-ce qu'il n'y a pas de bandouisme dans cette histoire de sanctions sélectives, quand même. Et ça, ce serait extrêmement grave pour le Sénégal. Bon, je ne connais pas Sosé Diop John, ni d'Adam, ni d'Ève, mais je pense qu'il faut qu'on nous rassure, que ça ne soit pas parce qu'elle est épinglée par le dernier rapport de l'OFNAC. Par ailleurs, je dis qu'aujourd'hui, le problème fondamental du Sénégal, c'est le procureur de la République. Parce que tous ces rapports sont déposés sur la table du procureur de la République. Depuis des années, le rapport de Petro-Tim est revenu dans ces rapports, la situation de Petro-Tim est revenue dans ces rapports de l'OFNAC. Le dernier rapport de l'OFNAC. Oui, alors maintenant, un dossier qui est déjà sur la table du procureur. Qu'est-ce que le procureur doit faire? Est-ce que le procureur n'est pas en rupture de banc avec la société sénégalaise, qui réclame plus de transparence, qui réclame plus de redevabilité? Aujourd'hui, la balle n'est pas dans le camp du président Macky Sall. La balle n'est pas dans le camp des gens, en tout cas des politiques. La balle est dans le camp
d'un magistrat, le procureur de la République, même s'il est sous la tutelle du ministre de la Justice. Et c'est des choses qu'il faut revoir dans notre système judiciaire si cela doit nous poser problème. En tout cas, le procureur est interpellé. Il ne peut pas être le défenseur de la société et aujourd'hui recevoir des rapports où on a dépensé des milliards et des milliards dans un contexte économique difficile et qu'il ne bouge pas et qu'il ne lève pas le petit doigt. Maintenant, que ce soit Socé Dione ou quelqu'un d'autre, ou une autre femme ou un autre homme, l'essentiel, c'est qu'il nous faut combattre la malgouvernance, il nous faut combattre ces actes de pillage de notre économie et nous comptons sur la justice. Mais est-ce qu'avec ce procureur-là, nous allons voir le bout du tunnel? Ça, c'est une question fondamentale. La justice et la libération de Guy Marius Sagna, très populaire activiste maintenu en détention provisoire pendant 3 mois et qui a bénéficié d'une main levée du mandat de dépôt qui lui a été appliqué après sa manifestation avortée devant le palais présidentiel. Je salue sa libération. Je pense que son emprisonnement n'était pas nécessaire. C'était de trop. C'était de trop. On n'avait pas besoin de cela. Les positions portées par Guy Marius Sagna, c'est des positions qui touchent à l'intérêt de tous les Sénégalais. La baisse du coût de l'électricité, qu'on a floué les Sénégalais en leur disant qu'on a baissé de 10%. Moins de 2 ans après, on remonte à 10%, mais tous les Sénégalais doivent combattre. C'est une fourberie qu'on ne peut pas accepter. L'église à laquelle vous appartenez a-t-elle posé dans la libération de Guy Marius Sagna et suite à l'appel que lui avait lancé cette église, appel lancé par l'opposant Barthélémy Diaz? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux parce que ça c'est le clergé qui pourrait dire s'ils ont fait quelque chose. Je sais que le cardinal a été... cardinal Théodore Adrien Sarr. Voilà, qui est à la retraite et qui reste un patriarche, qui a toujours combattu l'injustice, a été donc cité après une visite que Babacar Diop, le professeur Babacar Diop a eu à faire chez lui. Ce n'est pas le seul qu'il a vu, hein. Il a aussi rencontré d'autres évêques dans le pays. Maintenant, si l'essentiel c'était que Guy sorte, mais je pense que nous devrions faire attention sur les questions religieuses dans ce pays-là. Nous avons toujours été préservés de tous ces démons et je pense que nous devrions prendre de la hauteur. Ce que Barthélémy Diaz avait dit, pour vous, il ne devait pas le dire? Non, ça veut dire que c'est lui qui va apprécier de la pertinence de ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Barthélémy Diaz, c'est un neveu que j'estime beaucoup. Je l'ai vu grandir parce que j'ai habité avec sa grand-mère dans le même quartier. Et je sais qu'il a mené de grands combats sur le plan politique. Il a fait plusieurs fois la prison dans ce pays, mais il n'a pas été emprisonné du fait de son statut, de son appartenance religieuse. C'est pour des combats comme Guy Marius aussi est en train de des combats comme ce que mène actuellement Guy Marius. Et c'est de ce point de vue-là que je dis qu'il nous faudrait essayer de faire de telle sorte que les questions liées à la religion, à l'ethnie et autres ne puissent pas prendre le dessus, en tout cas dans une république où on parle de laïcité et que le Sénégal reste une nation forte et plurielle. C'est ce qui a toujours fait notre force. Pourquoi alors ils ont libéré Guy Marius Sagna seulement après l'intervention du FRN, la coalition de l'opposition qui participe au dialogue national d'ailleurs comme vous, hein, le FRN qui a commis l'avocat Elhadji Amadou Sall qui a déposé une demande de mise en liberté provisoire qui a été acceptée alors que les premiers avocats de Guy Marius Sagna dans ce dossier n'avaient jamais obtenu gain de cause auprès du juge d'instruction et du procureur. L'essentiel, je pense, était que Guy Marius soit libéré. Maintenant, mais on ne peut pas avoir des interférences comme ça dans la justice. Non, attends, je salue la lutte. Selon les humeurs et les intérêts. Mais Babacar,
il y a tout un combat qui a été mené. Il ne faut pas aussi minimiser la lutte que Nyon Lank a menée à Dakar, à travers les marches, les multiples marches qu'ils ont menées. Je voulais saluer cette lutte-là, même si nous n'avons pas pu nous associer. Moi, j'ai une phobie des marches actuellement parce que j'ai failli être écrabouillé lors d'une marche. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne me voit pas dans beaucoup de marches. Mais maintenant, c'est une lutte, ces luttes-là ont été payantes. Parce que s'il n'y avait pas ces luttes-là, que le Front National ou que les autres avocats de Guy qui n'ont pas pu avoir de résultats, s'il n'y avait pas cette lutte, si personne ne s'était levé pour dénoncer l'emprisonnement de Guy, il n'y aurait aucune oreille attentive de la part du procureur qui a accepté in fine de dire de ne pas s'opposer. Je ne m'oppose pas à sa liberté provisoire. Que ça vienne de Maître Sall ou de Maître Khoureyshiba, ce qui a été déterminant, c'est la lutte des forces vives, parce que c'est les forces vives. Il y avait des politiques, il y avait des activistes. On pose quand même une question de fond sur la libération de Guy Marius Sagna et sur la grâce accordée à Khalifa Sall. Subitement, des avocats sortent du bois, déposent sans même l'autorisation du prévenu, déposent des demandes de grâce ou de mise en liberté provisoire. Je suis d'accord que c'est des dysfonctionnements. On négocie la justice alors. Je suis d'accord que c'est des dysfonctionnements, Babacar, qui doivent être bannis, qui ne rassurent pas par rapport à la justice sénégalaise. C'est des dysfonctionnements. Les avocats l'ont dénoncé. Le constat est là depuis Khalifa Sall qui a dit qu'il n'avait pas demandé donc de grâce et on a vu ce qui s'est passé. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on a un problème. De la même façon que j'ai dit que le procureur était en rupture de banc avec la société, mais la justice sénégalaise est interpellée. Vous avez reçu le président de l'Union des Machas du Sénégal récemment, et je pense qu'eux aussi, ils sont inquiets par rapport à ce... Maintenant, l'indépendance de la justice, est-ce qu'on a toutes les dispositions? D'abord, il faut libérer le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut libérer le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut libérer le procureur, qui sont toujours l'otage de l'exécutif, d'après ce que nous voyons, les actes posés. Et ce sera le gage pour avoir une justice indépendante et une justice équitable vis-à-vis de tous les citoyens. Je rappelle que Macky Sall, dans son programme de Yoni Yokouté, avait pris tous ces engagements-là. Il avait dit que s'il est élu, le Conseil supérieur de la magistrature n'allait plus dépendre, en tout cas, il n'allait plus y siéger. Il avait même parlé de libérer le procureur, il avait parlé de sortir les organes de contrôle de la présidence de la République et de leur donner leur autonomie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on a un réel problème et la justice est le dernier rempart. Malheureusement, ces dysfonctionnements ne rassurent personne par rapport à la justice que nous souhaitons avoir. Le dialogue national que nous évoquions tout à l'heure, vous êtes dans la commission ressources naturelles, rapporteur le plus souvent. Pas le plus souvent, de temps en temps. D'accord. Alors, ouais. Qu'est-ce qui se décide dans ce dialogue-là concernant les ressources naturelles du Sénégal et leur gestion? Je suis membre effectivement de la commission des ressources naturelles présidée par le général Abdoulaye Fall, qui a été chef d'état-major des forces armées du Sénégal. Et on a quand même on a beaucoup de personnalités du monde politique, du secteur privé, d'horizons divers dans cette commission. Et je salue le travail qui est en train d'être fait parce que c'est une question éminemment importante pour le Sénégal, la question des ressources naturelles. Vous avez évoqué tout de suite le foncier, ça fait partie des ressources naturelles. Et ça fait partie des questions que la commission
sur lesquels la Commission va plancher. Quels sont les premiers constats que vous avez déjà faits dans la gestion des ressources naturelles dans ce dialogue national? Je ne pourrais pas aller au fond de ces questions-là. Ce que je peux dire, c'est que je suis confiante qu'à la fin du processus, je suis convaincue que beaucoup de questions liées à la transparence dans la gestion des ressources naturelles, que ce soit les questions de gaz, le pétrole, les questions foncières, les ressources forestières, entre autres, l'eau et entre autres beaucoup de questions, la question liée à la transparence parce que c'est le fond du problème. Toute la clameur que nous avons eue depuis les découvertes de pétrole et de gaz est liée au manque de transparence dans la gestion, dans les décisions qui ont été prises, surtout l'octroi des licences dans le domaine des ressources minérales. Je peux citer le cas de Petrotim, qui n'est pas encore vidé et que le rapport de l'OFNAC vient de relancer. C'est clair. Ça veut dire que la commission des ressources naturelles ne pourra pas faire fi de cette question qui est là et qui n'a pas été vidée encore. La question Aliou Sall, le frère cadet de... Bon, je ne cite personne. Je parle je parle de l'affaire. Je l'appelle affaire Petrotim. Maintenant, vous allez vous pencher dans cette commission? Non, mais c'est clair que nous n'avons pas le choix. C'est une question sur laquelle nous ne pourrons pas. Même si certains le voudraient, ce ne serait pas possible parce que même l'OFNAC vient de reposer la question. C'est-à-dire la question de la transparence dans la gestion de ces ressources naturelles est incontournable. Il y a de bonnes dispositions dans les lois qui sont là, que ce soit le code minier ou le code pétrolier, mais nous sommes encore loin du compte pour qu'il y ait de la transparence. Je voudrais citer, par exemple, la question de l'or. Vous avez vu récemment, quand le Premier ministre canadien est venu, il y a eu une transaction entre deux sociétés aurifères, donc Sabodala Gold et Barrick, sur une mine d'or. La transaction, on dit que c'est à hauteur de 380 millions de dollars, dont 300 millions de dollars payés cash et 80 millions en actions. Et qu'est-ce que le Sénégal a eu de ces 380 millions de dollars-là? Est-ce qu'il y a une plus-value qui a été versée au Sénégal? Si ce n'est pas le cas, mais est-ce qu'on devrait fermer les yeux sur ces transactions qui sont quand même faites sur des ressources qui appartiennent au peuple sénégalais entre des sociétés et que le Sénégal ne voit même pas la couleur de cet argent? Il y a donc la question de la transparence, mais il y a aussi la question des retombées de ces ressources sur le vécu des populations, sur les populations. Aujourd'hui, le plus grand enjeu au Sénégal, c'est qu'est-ce que nous pouvons tirer des ressources naturelles pour changer, pour aller à un autre step, à un autre niveau de développement et que les femmes et les enfants et les jeunes puissent tirer leur épingle du jeu et que nous puissions développer ce pays. C'est ça les enjeux de cette question du dialogue. Le dialogue national doit-il se pencher sur la polémique des mandats présidentiels? Je suis entièrement d'accord que le dialogue ne saurait occulter cette question. Cette question doit être au cœur des conclusions du dialogue. Parce que c'est cette question en train de pourrir le climat politique du Sénégal. Pas seulement venant de l'opposition, on a toujours dit que c'est l'opposition qui menait ce débat pour divertir le pouvoir. Maintenant, on entend qui? L'opposition ne parle plus. La majorité de l'opposition est au dialogue pour réfléchir sur les questions de fond. Et je pense que cette question ne devrait pas être occultée par la commission politique du dialogue, qui devrait pouvoir dire à la fin, nous voulons que ce soit clair que les 2 mandats consécutifs
le premier mandat de 7 ans en fait partie. Et je voudrais lancer un appel aux gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Dans ce contexte où on parle de coronavirus, où les Sénégalais sont inquiets, où les Sénégalais cherchent à faire de telle sorte à être préservés de cette menace, qu'il y ait des querelles en leur sein et qu'il y ait toute une polémique qu'ils ne cessent de brasser à longueur de journée sur le troisième mandat, cela est quand même inacceptable. Je vois la guéguerre qu'il y a entre eux. Et cette guéguerre, qu'est-ce qui sous-tend cette guéguerre? Je suis triste de voir quelqu'un comme le ministre des Affaires étrangères qui porte l'image du Sénégal à travers les nations à l'extérieur, un ministère de souveraineté, subir ce qui est en train de se passer. Le ministre des Affaires étrangères. Oui, bon, je n'ai pas... subir ce qui est en train de se passer au Parcelles Assainies. Mais c'est l'image de la diplomatie sénégalaise qui est éclaboussée. Il faudrait que ce régime-là sache que les Sénégalais ne pourront pas, ont d'autres préoccupations que de devoir être là pendant 4 ans, qu'ils disent qu'ils veulent travailler, mais qu'ils cherchent à se chicaner pendant 4 ans. Cela est quand même une grande incongruité dans ce pays-là aujourd'hui. Merci Hélène Tine. Mesdames, Messieurs, bonjour.